combien vous êtes là à regarder ce qui se passe sur ce plancher. Mettons 100. Je n'aime que les chiffres ronds, moi. J'aime que ça tombe juste dans les calculs, moi. Un nombre comme 1787,3902, à quoi ça ressemble? À du couscous mal cuit. Un chiffre rond, c'est beau, c'est net. Ça ressemble à une belle femme, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce n'est pas pour dire que vous, les 100 qui sont là, vous ressemblez à une belle femme. Il s'en faut de beaucoup, hein. Mais il faut faire avec. Il n'y a pas que de belles femmes dans ce bas monde. Au paradis, il paraît qu'il n'y a que ça. C'est peut-être un peu trop. Amen. Amen. Bon. Assez de paradis. Mettons qu'il entre dans la salle un beau zéro. C'est pas facile à imaginer, hein, l'entrée d'un zéro dans la salle. Mais il faut travailler, il faut imaginer l'inimaginable. Allez, concentrez-vous. Un magnifique zéro entre dans la salle. Un zéro parfaitement rond. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Le zéro s'installe tout au bout des 100. Et d'un seul coup, ça fait 1000. Un zéro au bout de 100, c'est 1000. Pas d'erreur. À cause d'un beau zéro, vous êtes 1000 maintenant. Et j'ai le trac. Jouer devant 1000 personnes, et j'ai un trac épouvantable. Mais qu'est-ce que je vois là? Il y a un autre zéro qui arrive. Il est un petit peu plus maigre celui-là, mais il n'est pas si mal, hein. Il est encore dodu. Il a mangé pas mal de 1, de 2, de 3. Il a même dévoré un 78. C'est parce que pour faire zéro, il faut manger tout ce qui n'est pas zéro. C'est pour ça qu'ils sont ronds, les zéros. Ils bouffent du nombre toute la journée, rien que pour rester zéro. Ceci dit, je ne vois pas pourquoi ces zéros sont en retard. Hey, monsieur le zéro! Oui, on a commencé depuis un moment. Nous sommes déjà 1000. Bon, allez, installez-vous tout au bout, là-bas. Oui, remontez. Et ne bavardez pas avec le 5. Un zéro parlant. Bon. Oh là là, mais attendez, mais... Un zéro tout au bout des 1000, ça fait 10 000. Oh, j'ai un trac épouvantable. C'est le cirque romain. C'est un concert de rock. Ouf. Oh! Là, il y en a encore un autre de zéro qui est arrivé. Il est énorme, celui-là. Énorme. Il a mangé un 747. Ouh là là. Et là, il y en a encore un autre. Et puis, en fait, ils arrivent tous de là-bas. Et encore. Et ça arrive. Mais au secours. Mais arrêtez-les. Mais que fait la police? Mais ils arrivent toujours. Millions, par là aussi. Milliards, trillions, trilliards, quadrilliards, quintilliards. Masses innombrables de zéros s'ajoutant sans relâche au bout des autres. Mais tous les vivants sont là. Et tous les morts, et tous les pas encore nés. Misère, public total,
totalisé par l'infinie rondeur de tous les zéros qui arrivent. L'humanité entière dans mon théâtre. L'humanité présente, passée, à venir. Oh. Ah tiens. Mais il y en a un là-bas. Il y en a un qui a un drôle d'air. Il est comme un double zéro. Des jumeaux, voilà. Des jumeaux? Non, on dirait plutôt des siamois. Vous voyez, deux zéros collés l'un à l'autre, comme un 8, si vous voyez ce que je veux dire, mais pas debout, non, couché, un 8 couché. Fainéant de 8. On ne dort pas au théâtre. Lève-toi. Non, c'est pas un 8. Mais qui ça peut bien être? Hein? C'est... nom d'un chien. C'est l'infini. C'est l'infini qui arrive après l'infinité de Dodu zéro. Oh. Et tous les zéros ont filé. Zéro pour les zéros quand il y a l'infini. C'est ça qui s'est passé. Il est venu tant de zéros qu'il a fallu aller plus loin. Plus loin que toute l'éternelle et l'infinie somme de tous ces zéros qui sont venus. Là où on est au-delà du nombre. Là où on ne peut plus compter. Et l'infini est arrivé. Tranquille. À son heure. Et il a dit: Messieurs les zeros, avec moi, vous avez beau vous ajouter, vous enfiler, vous aligner, c'est comme s'il ne se passait rien. Dégoûtés, les zéros sont sortis. Ils sont tombés dans leurs propres zéros pointés. Très honoré, Monsieur l'Infini. Merci infiniment. Pour boucler la salle, pour expulser les zéros, je ne pouvais compter que sur vous. Je peux commencer maintenant? Bon, merci. Combien vous êtes là à regarder ce qui se passe sur ce plancher? Bon, vous êtes 100 plus l'infini, naturellement. Mais 100 plus l'infini, c'est l'infini. Parce que 100 à côté de l'infini, c'est comme qui dirait 0. Vous êtes donc infiniment nombreux. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous remercie d'être venus si nombreux que même si un butor de 0 se faufile, ça ne changera rien. Absolument rien. Quelle paix! C'est la paix de l'infini. Silence. Je vois que l'infini dort là-bas. L'infini dort souvent. Quand l'infini dort, le fini se tait. Oh ben non, hein, pas du tout. C'est pas vrai du tout, là, ce que tu dis. Quand l'infini dort, le fini rouille. Le fini se répand partout. Bon, d'accord. Moi, en tout cas, je vais faire comme l'infini, je vais aller dormir.
Quand l'infini dort, oui, va. le fini se tait. Arrête de faire dormir l'infini, hein. C'est l'avenir. Bien, mon intention n'était justement pas de vous parler de l'infini. Comme toujours, le théâtre s'est glissé dans cette affaire de manière intempestive. Ce que je voulais faire pour cet avant-dernier séminaire, je voulais vous parler ou récapituler d'une certaine façon ce qu'on peut appeler ma stratégie philosophique. Ma stratégie philosophique, c'est-à-dire ce qui ressort de ce que j'ai pu faire ou proposer dans les 30 dernières années. Parce que d'une certaine manière, ce que je voudrais vous montrer, c'est que Immanence des vérités, qui est le nom de ce séminaire, mais qui est aussi le nom du livre que je suis en train de finir, Immanence des vérités, c'est un peu une rétrospective, c'est un peu une expression qui contient à la fois le but que je poursuis et un certain nombre de ses étapes. Au fond, il s'agit, dans un contexte qui n'est pas favorable à cette entreprise, il s'agit de sauver la catégorie de vérité. En réalité, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Sauver la catégorie de vérité dans un contexte à la fois philosophique et aussi historique et politique, qui n'est pas du tout favorable à cette entreprise, et tout en la maintenant en quelque sorte à sa hauteur propre, c'est-à-dire sans procéder à ce sauvetage au prix d'une sorte de décoloration de la catégorie de vérité. Et en même temps, d'en donner une interprétation, de lui donner un statut qui, précisément, intègre les objections qui sont faites à la catégorie de vérité dans le dispositif même de sa reconstruction comme catégorie fondamentale. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il va falloir tenter de démontrer, d'établir que, premièrement, une vérité, enfin l'économie de la vérité qui est une catégorie creuse, en réalité ce qu'il y a c'est des vérités, va légitimer en quelque sorte qu'une vérité puisse être d'abord absolue, parce que une vérité non absolue, c'est un oxymore intenable, hein. Donc il faut que la vérité soit absolue, tout en étant une construction localisée. C'est évidemment là que réside la tension, le paradoxe de l'entreprise. C'est-à-dire maintenir l'absoluité du vrai sans pour autant engloutir le vrai dans cette absoluité, c'est-à-dire en maintenant que toute vérité est le résultat d'une construction, d'un travail localisé et singulier. De la même façon, on va affirmer que toute vérité est éternelle, tout en affirmant qu'elle résulte d'un processus qui dépend lui-même d'un événement, et que par conséquent, elle commence dans un monde déterminé et elle appartient au temps de ce monde. Donc elle est éternelle, mais dans son processus d'existence, elle n'en est pas moins, en un certain sens, tout à fait temporelle. Et de même, il faudra affirmer que toute vérité est universelle, c'est-à-dire en un certain sens asubjective, c'est-à-dire non rapportée pour sa définition immanente à un sujet, bien que on exigera que pour être saisie, pour être construite et ressentie en même temps et examinée, elle exige une incorporation subjective. Donc finalement, absoluité, éternité et sujet, qui sont en effet les cibles générales de la critique contemporaine, devront être restituées autour de la notion de vérité, tout en maintenant le système des conditions localisantes
d'une vérité déterminée en tant que construction localisée, dépendance du temps du monde et saisie par un sujet. Alors, la formule générale que j'ai proposée dans ce sens-là, c'est de dire que les vérités existent comme des exceptions concrètes universelles. C'est cette formule très générale, mais en même temps très synthétique que j'en ai, exception concrète universelle, dire concrète au sens où elles procèdent dans un monde déterminé, elles naissent dans un monde déterminé, elles y sont déployées et construites, universelle parce que cette construction est non pas attachée définitivement à la singularité de sa production, mais s'en détache pour être ressaisie, ressuscitée, comprise dans d'autres circonstances complètement différentes, et ça c'est l'universalité effective, et exception parce que pour pouvoir être cela, une vérité est toujours quelque chose qui fait exception aux lois du monde, dans lequel, par ailleurs, elle procède et se construit. Alors, dire que les vérités existent comme exception concrète universelle, ça permet d'échapper à une critique très fameuse de Kant, qui, au fond, soutenait que, ou bien les vérités étaient des modalités subjectives du jugement, donc qu'elles étaient en un certain sens relatives à la constitution particulière du sujet connaissant ou du sujet pensant, ou bien, si ce n'était pas le cas, il fallait leur accorder une sorte de transcendance. Donc, immanence des vérités, c'est ce qui soutient contre ce type de critique l'idée que ni une vérité n'est réduite à être l'acte subjectif du jugement, ni non plus elle n'est sommée de manifester une transcendance ou une séparation. Alors, tout ça est résumé dans l'idée que une vérité est une exception concrète universelle où finalement le système général de ses attributs les plus fondamentaux est rassemblé. Alors, finalement, il est apparu tout de même assez vite dans ce travail que cette catégorie de l'exception concrète universelle a très rapidement affaire à la question de l'opposition du fini et de l'infini. Elle a affaire avec l'opposition du fini et de l'infini parce que, d'une certaine manière, la thèse générale qui consiste en réalité à reléguer les vérités dans un statut soit d'inexistence, soit d'imaginaire, soit de transcendance suspendue, tout ce processus, en réalité, est lié à une conception de la réalité humaine comme essentiellement finie. C'est parce que l'humanité est pensée et représentée comme finie et comme interne à des configurations elles-mêmes finies, donc vouée à la finitude, qu'elle ne peut pas être une exception concrète universelle parce qu'elle ne peut pas être en exception de la finitude, précisément. Elle y est enclose et déterminée. Et alors, finalement, la thèse fondamentale contre laquelle j'essaie de définir mon entreprise, c'est en réalité une thèse de finitude que j'ai résumée dans Logique des mondes en disant, c'est la thèse qui dit « il n'y a que des corps et des langages ». Il n'y a que des corps et des langages, ce qui prend par exemple la forme du culturalisme contemporain. Il n'y a pas de vérité universelle parce que tout énoncé est captif en réalité d'une culture déterminée et relatif à cette culture. C'est aussi la thèse selon laquelle l'infini est nécessairement transcendant. C'est pour ça que je parlerai de immanence des vérités, et que par conséquent on reviendrait à l'hypothèse religieuse en réalité. Les vérités sont suspendues à une transcendance séparée. Dans tous les cas, tout cela prend en quelque manière pour acquis que l'analytique de la condition humaine est dans l'élément de la finitude. Et cette thèse est présentée comme une thèse moderne
d'une certaine façon déjà présente chez Kant, j'ai dit pourquoi, mais qui se déploie jusqu'à la vision heideggerienne du sujet humain comme voué à la finitude mondaine et dans une sorte de déréliction de l'être pour la mort. De ce point de vue-là, je comprends tout à fait que Quentin Meillassoux est appelé, donné comme titre à son premier petit livre, Après la finitude. Après la finitude, oui, c'est bien ça la question. C'est comment pouvons-nous transiter, passer dans un régime qui serait après la finitude, alors même que cette injonction de nous contenter d'être dans l'espace de la finitude est pratiquement aujourd'hui hégémonique pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Alors je propose de dire qu'il y a aujourd'hui, de façon dominante, une idéologie de la finitude. Je pense même qu'on peut démontrer qu'aujourd'hui, pour autant qu'il est possible de parler d'une idéologie dominante, elle est en réalité constitutivement une idéologie de la finitude. C'est à partir de ce point-là que se déterminent ses autres aspects, c'est-à-dire son allégeance à une conception abstraite de la liberté, son allégeance, en fin de compte, à la grande circulation marchande, son allégeance à une vision tout à fait restreinte du sujet humain, etc. Tout cela est suspendu à une idéologie de la finitude dont on pourrait dire que c'est l'ontologie moderne. L'ontologie, au fond, la plus courante, la moins sophistiquée du monde, c'est l'ontologie de la finitude comme support constitué de l'idéologie de la domination. Et alors je pense que dans cette idéologie de la finitude, il y a un triple usage du fini. Ce n'est pas simplement dire que c'est fini, mais c'est dire que c'est fini dans des conditions très précises. Le premier usage, c'est de dire que ce qu'il y a est fini. C'est la détermination ontologique du fini. Le fini, c'est ce qui est, c'est ce qu'il y a. Et assumer la finitude, dans cette optique, relève du principe de réalité. Le principe de réalité, vous le savez, est souvent manié comme un principe d'obéissance. Consacrer un petit livre à ce point, l'idéologie de la réalité. Quand on vous convoque à la réalité, il faut toujours se méfier pour déceler l'obéissance à laquelle on vous convoque, en vous convoquant en apparence à être réaliste. À être réaliste, c'est se vouer à la réalité. Et se vouer à la réalité, en général, ça veut dire bien comprendre que nous devons faire ce que nos maîtres exigent que nous fassions. Et une manière moderne de présenter cette chose, ce n'est pas de dire le maître est si majestueux que vous devez lui obéir, parce que nos maîtres ne sont pas très majestueux de toute façon, et c'est de dire, voyez, le système général vous impose un principe de réalité dans lequel il faut vous glisser pour survivre, pour penser, pour avoir une vie présentable. Donc nous devons nous soumettre aux contraintes réalistes de la finitude. On peut appeler ça le principe de l'objectivité du fini. C'est-à-dire, le fini, c'est la réalité, c'est la forme même de la réalité, et en tant que c'est la forme de la réalité, nous y trouvons un principe d'obéissance. Alors deuxièmement, le fini, dans l'idéologie de la finitude, ne se contente pas de porter sur ce qu'il y a, il détermine aussi ce qui peut être, ce qui peut advenir. Il est aussi la loi de la possibilité. C'est ce qu'on pourrait appeler un principe de restriction des possibles. C'est la critique omniprésente des utopies, des illusions généreuses, des idéologies de l'infini, qui sont traitées comme les matrices d'un imaginaire destructeur et dont on nous fait tirer la leçon qu'il faut bien se représenter le possible sous la loi de la réalité elle-même, car seule la réalité peut engendrer le possible, c'est-à-dire l'enclore irrémédiablement dans un principe de finitude, alors que, comme je le soutiendrai,
cette question de la détermination du possible, qui est centrale après tout, qu'est-ce qui est possible, exige justement, si on ne veut pas tomber sous la loi de la finitude dominante, exige inévitablement une convocation de l'infini. Donc là, on a le point peut-être le plus constitutif du conflit auquel j'appelle malgré tout. C'est un conflit qui porte sur le possible dans sa relation au principe de finitude et qui établit qu'en réalité, le possible tel que l'idéologie de la finitude le définit n'est pas du tout un possible, mais une extension de la réalité. C'est-à-dire n'étant considéré comme possible que ce qui pourra être thématisé comme une extension ou une production, mais une production extensive de la réalité elle-même. Ça, c'est une opération très importante de la finitude, de ramener en réalité le possible à la réalité telle qu'elle le conçoit, en considérant que rien de nouveau, en quelque sorte, ne commande le possible qui ne soit déjà présent ou intérieur à la figure de la réalité. Et c'est au nom de cela que l'on peut immédiatement qualifier d'utopie, et généralement d'utopie criminelle, tout ce qui prétend justement convoquer un infini à l'appui de la nouveauté effective de la possibilité. Et puis, troisièmement, tout cela est lié. Non seulement l'idéologie de la finitude prescrit ce qui est possible, mais elle prescrit aussi ce qui doit être. En ce sens, elle est aussi un principe éthique, entre guillemets, c'est-à-dire elle prescrit la forme ontologique de notre devoir. Alors oui, on a le triplet. Toute idéologie doit comporter ce triplet, de cette manière. C'est-à-dire elle doit prescrire ce qui est réel, prescrire ce qui est possible, mais aussi prescrire ce qui doit être, ce qu'il faut. Et alors, cette forme ontologique du devoir, et si on regarde bien la forme ontologique du devoir telle que la finitude dominante la prescrit, c'est de faire que le devoir est toujours, d'une manière ou d'une autre, de respecter ce qu'il y a. C'est-à-dire d'avoir à ce qu'il y a un principe éthique d'affection, de support, et de considérer qu'en définitive, il n'y a pas d'autre devoir réel qu'un devoir qui s'inscrit dans le respect de ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bien, il faut bien dire aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est le capitalisme et la nature. Ce sont les deux choses qu'il y a. Et un axiome de la finitude sera par conséquent que le capitalisme est fondamentalement naturel. C'est-à-dire qu'il faut en venir pour que le principe du respect de ce qu'il y a finisse par nous faire respecter la seule chose importante, à savoir l'existence actuelle du monde dans sa structuration effective. Il faut passer par la nature. Il faut passer par la nature parce que la nature, c'est un il y a en quelque manière général et indistinct. Et si le devoir-être, c'est de respecter ce qu'il y a, il est tout à fait essentiel que le capitalisme puisse se présenter comme la seule forme d'organisation de la société qui soit réellement naturelle, contre justement les configurations utopiques, socialisantes ou communistes, dont l'échec provient de leur caractère non pas du tout naturel, mais monstrueux. Donc là, l'idéologie de la finitude prend le tour particulier d'un adoubement du capitalisme comme figure naturelle et, en fin de compte, d'une intégration forcée, mais très efficace, de tout cela dans un principe impératif, un devoir-être, qui est le devoir-être d'être respecté, d'être respectueux pour la nature. Donc ça, c'est le principe d'autorité du fini. Donc en définitive, nous avons le fini comme prescription ontologique. Le fini, c'est ce qu'il y a. Deuxièmement, nous avons le fini comme principe de l'action, puisque c'est la prescription sur ce qui est possible. Et troisièmement, nous avons le principe d'autorité du fini, c'est-à-dire son principe éthique, entre guillemets, ou son devoir-être, du point de vue de ce qui est considéré comme devant être respecté, qui est fondamentalement une instance de la nature
qui est projeté, à vrai dire, dans le monde social lui-même. Voilà. Alors, il y a eu quelques objections contemporaines ou postmodernes contre la finitude, mais en général, elles sont restreintes à une discussion qui concerne le troisième usage, c'est-à-dire l'usage en devoir-être. Les polémiques postmodernes, je pense par exemple à celle de Jean-François Lyotard, véhiculent en effet une critique de la finitude, mais principalement au nom du fait qu'il n'accepte pas que la finitude puisse être une autorité. D'une certaine manière, dans la description de ce qu'il y a et même de ce qui est possible, il continue à y avoir quand même une sérieuse exigence de finitude, mais quand on arrive au devoir-être, alors Jean-François Lyotard va avancer la formule que j'ai plusieurs fois reprise, qui est que ce qu'on appelle les droits de l'homme, là on est vraiment dans la question du devoir-être, qu'on appelle les droits de l'homme, on devrait plutôt l'appeler l'autorité de l'infini. Alors quand il dit ça, quand il dit que, en fin de compte, les droits de l'homme, ça devrait plutôt s'appeler l'autorité de l'infini, il sort en réalité de l'espace de la finitude, mais il n'en sort qu'à propos, finalement, du troisième usage, et ce qu'on peut appeler l'usage éthique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de la finitude, la question de l'intériorité à la finitude, a été largement circonscrite par le débat éthique. C'est-à-dire, au fond, sur le fond d'un accord assez essentiel sur la caractérisation à la fois ontologique et, quant au possible, de l'intériorité à la finitude, il y a discussion dès lors qu'on est dans le registre du devoir-être, ce qui veut dire qu'en réalité, on est dans une logique kantienne. Parce que c'est Kant qui, le premier, a fait apparaître qu'il y avait un abîme entre la connaissance d'un côté, qui était en effet soumise à la régulation transcendantale, et la moralité de l'autre, dans lequel l'impératif, d'une certaine manière, était illimité. C'est-à-dire l'impératif n'était pas un impératif fini à proprement parler, c'est-à-dire faire son devoir ou obéir par pur devoir nous installait dans les parages de l'infinité. Je pense que c'est au fond la seule concession que l'idéologie dominante de la finitude est dans l'espace de la pensée récente, la seule concession qui a été faite vraiment à l'infini, en laissant de côté naturellement les constructions théologiques. Mais si on laisse de côté les constructions théologiques, la concession faite à le principe de l'infinité a été en général du côté de la morale, et en fait de la morale qui, comme vous le savez, a été rebaptisée en général éthique. Voilà. Voilà, la morale. Non, vous dites des choses très compliquées, bon, mais la morale, voyons la morale, méditons sur la morale. Tu crois vraiment? Oui. Si tu veux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, tu diras ce que tu veux, hein, mais c'est pas moral, là. Je suis là, assis sur une chaise, à jouer un rôle devant tous ces gens. Et pendant ce temps, hein, qu'est-ce qui se passe dans le monde? J'en ai fait la liste, là. La famine, les dictatures, la montée de l'intégrisme, les femmes voilées de force, les guerres civiles, les massacres ethniques, la couche d'ozone, la disparition des baleines bleues, le Rwanda, la Bosnie, Tchernobyl, l'Algérie, la Syrie, l'Irak, la Palestine, la Libye, et j'en passe.
l'exclusion, les sans-domicile fixe, le chômage des jeunes, le chômage des cadres, le chômage des femmes, les insecticides, les pesticides, l'effet de serre, l'excision, l'infibulation, la polygamie, la prostitution des enfants, les tchétchènes, le sida, les énergies non renouvelables, la société à deux vitesses, le refus par les réactionnaires du Vatican du mariage homosexuel des prêtres, la drogue, les banlieues, le refus par les arriérés de Washington de l'accès au grade de colonel des gays et lesbiennes, la putréfaction de la Méditerranée par une algue visqueuse, la pollution de l'Arctique et de l'Antarctique aussi, les marées noires et les khmers rouges, les sentiers lumineux, aucune convivialité, nulle part, et moi, le cul sur une chaise, je palabre pour faire rire un public. Où est la morale, je te le demande? Où est l'éthique? Voilà la bonne question. L'éthique, la morale. On peut, à la rigueur, savoir ce que c'est, mais où elle est, où elle se cache, c'est un vrai casse-tête. Tu as très bien dit tout ce qui ne va pas. Ta liste était poignante. Mon cœur se serrait. L'angoisse, plus tu avançais dans les calamités, étreignait mon plexus solaire. L'énergie solaire, du reste, on peut l'ajouter. Que font les puissants de ce monde pour l'énergie solaire? La réponse est terrible, rien. Et la morale, pendant ce temps, vagabonde, errante, insaisissable. Mais de là à dire que tu es immoral, là, sur ta chaise, non. Non, rhubarbe. Tu es là pour proclamer le règne du mal sur la terre, sur notre village planétaire, comme tu dis si bien, et tu le fais admirablement. Tu es la voix de la conscience publique. Sans toi, tous ces gens dormiraient. Tu les éveilles, rhubarbe. Tu leur dis, entendez, voyez, lisez, comprenez. Aucune convivialité nulle part, c'est à faire peur. Grâce à toi, ils ont peur. Eux aussi, regarde-les. Ils sont sur des chaises. Mais maintenant, ils ont peur de tout ce qui se passe. Ils étaient venus courageux, ils vont partir la peur au ventre. C'est un progrès énorme. Ils savent que tout va mal et qu'ils ne font rien. C'est le problème. Quel problème? Ben, c'est quoi non plus, je ne fais rien. Je cherche une proposition démocratique et conviviale contre tout ça, une vraie morale pour notre village planétaire, une éthique fortement civilisée, mais je ne sais pas où trouver. J'ai peur, Ahmed. Allons, rhubarbe, Edmond Rhubarbe. Pas de découragement, on va trouver où elle est, cette morale. Tu as peur. C'est un bon début pour la morale, la peur. Un effort, ne lâche pas la rampe. Tiens, on va reprendre ta formidable liste et on va trouver le principe moral, efficace et consensuel, point par point. Commençons par le commencement, les baleines bleues. Voyons l'éthique des baleines bleues. C'est comment? Un comité international pour la survie des baleines. Un truc médiatique avec des diapositives.
Et j'ai un slogan terrible. Pour les cétacés, c'est assez. Eh bien, tu vois, ça démarre. On la débusque, cette morale. Bon, les sans domicile fixe, les réfugiés, maintenant, vas-y, carrément. C'est dur. Une émission à la télé, à une heure de grande écoute, où l'évêque de Sarges-les-Corneilles s'entretient familièrement avec deux clochards. Non, avec un clochard et une clocharde. Attention au quota de femmes, partout, toujours, où que ce soit, et même ailleurs. Grandiose. Tu traites d'un seul coup la morale des SDF et l'éthique de la différence sexuelle. On avance, Rhubarbe, on avance. Maintenant, les massacres et la famine en Afrique, que faire? Demander à chaque Français et à chaque Française de placer sous emballage en cellophane tous les restes inutilisés de médicaments. Ça fait des tonnes à la longue. Tu récupères de tout, de l'aspirine, cachet par cachet, des fonds de bouteilles de sirop pour la toux, des tablettes de vitamine C, des tubes de vaseline. Même ceux qui sont déjà tout pressés, tout enroulés, il en reste au fond. Et hop, le comité ad hoc le distribue dans les populations démunies. Là, tu m'en bouches un coin. Tu as même prévu la cellophane. Oh, on est loin de l'éthique planante. On est dans la morale la plus concrète. Et pour les guerres civiles, ethniques, raciales et religieuses, où on la trouve, la morale? Là, c'est dur. C'est difficile. Il faut se responsabiliser à fond. Il faut faire un comité de la conscience universelle, lequel fait une pétition mondiale soutenue par des sponsors. Lesquels sponsors paient des clips télé, où c'est que l'on voit toutes les horreurs. Et avec ces clips, on met les gouvernements devant leurs responsabilités. Lesquels gouvernements de la communauté internationale, avec l'ONU dans le cou, font sur les belligérants coupables de crimes des frappes aériennes entièrement chirurgicales, dirigées par laser et infrarouge. Frappes qui frappent un par un ceux qui ont commis les atrocités qu'on a vues dans les clips. Si bien qu'ils sont avertis que la conscience universelle ne tolère pas un accro aux droits de l'homme sans réagir. Et là, avec cette détermination calme et la technologie communicationnelle qui va avec, le problème est résolu. C'est clair, c'est net, c'est frappant. C'est de la morale frappante. Est-ce que tu sais pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui? À mon avis, le maillon faible, c'est les sponsors. Ah. C'est les sponsors pour les clips. Il faut responsabiliser les sponsors potentiels. C'est une question d'engagement social. Tu t'en charges. L'affaire est dans le sac. La morale est dans le sac. Tu vois, là, sur nos chaises, on éclaircit à fond où que c'est qu'elle est, la morale. Une dernière expérience. La couche d'ozone, l'inadmissible réchauffement de l'atmosphère de notre village planétaire par les industries polluantes non contrôlées, c'est grave ça. Que diront nos enfants s'il fait dans 10 000 ans 43 degrés sous la tour Eiffel? Ta morale de pollution et de trous d'ozone, tu la vois où? La bicyclette, le sac à dos, le savon à barbe dans des tubes en aluminium biodégradables et non dans des aérosols, la bonne vieille moustiquaire
et non les insecticides astringents et délétères, le fromage de chèvre naturel, plutôt que la dégoûtante chantilly qui sort en spirale de toutes sortes de bombes polluantes, la bouse de vache dans les prés, plutôt que les engrais homicides. Alors, il faut un comité responsable planétaire, hein, avec quota de femmes et de paysans du terroir, un comité contre le trou dans la couche d'ozone. J'imagine une gigantesque manifestation multiculturelle avec une grande banderole « Unis, nous boucherons le trou ». C'est la plus forte image morale que je connaisse. Mais c'est tout le trou de la morale que tu as bouché. Tu veux que je te dise ce que tu viens d'inventer, le nom que ça porte, cette trouvaille de ce soir? Eh oui, comme on sait quand on a dépassé les principes abstraits, hein, quand on est dans le concret, quand on a trouvé où elle est la morale, en chacun que c'est que totalement responsabilisé, il sait ce qu'il doit faire, et qu'on a fait ça, hein, dans une discussion conviviale, sur sa chaise, hein, sans violenter, ni bureaucratisée, hein, avec une pensée douce, une pensée très douce, comme la médecine des plantes. Quel nom ça a? Oui, cette morale de la convivialité planétaire face à l'orgie technologique du mal. Cela a un beau nom, Edmond Rhubarbe, et tu l'as toi-même prononcé. Cela s'appelle la morale bouche-trou. La morale bouche-trou. La morale bouche-trou. La morale bouche-trou. C'est vrai que ça sonne bien, hein? Eh bien, et ça résume la solution. Nous avions la morale, mais nous ne savions pas où elle était, où elle vivait. Nous le savons. Bah, où donc elle est? Où donc es-tu, morale? Mais il suffit de trouver le trou. Là où est le trou, là est la morale, puisqu'elle est bouche-trou. C'est bien que de nos chaises, il suffit de regarder au loin, très loin, là-bas, tout au fond de la salle. Peut-être qu'on va le percevoir, le trou. Là est l'occasion morale. Mieux encore, si nos chaises ont des trous, si ce sont des chaises percées, alors, Rhubarbe, c'est notre cul qui est moral. parce qu'il bouche le trou. Comme c'est simple, comme c'est calme. Et comme on a plaisir, un vrai plaisir moral, à boucher tous les trous. C'est vrai, hein? Vous voyez le plaisir moral. Ah ben il faut travailler. Hein. Ah oui. Oui, mais moi je vais retourner dormir, hein, avec l'infini. Oui. Merci. Oui, alors évidemment tout ça dérègle tout. Hein. Et il faut que je fasse les annonces que j'aurais dû faire au début, que je n'ai pas faites. Alors je les fais maintenant. Hein. D'abord, comme vous savez, le prochain séminaire est le 16 janvier et il commence à 14h30. Mais vous pouvez venir quand vous voulez. Ce sera un séminaire permanent, hein, comme était le cinéma. Je voudrais vous signaler qu'il y aura un enregistrement d'une émission contre-courant, dont nous en avons déjà fait 2 ici. Émission enregistrée que nous produisons avec Aude Lancelin. Et l'invité
du jour sera Jean-Claude Milner pour le livre « Relire la Révolution » qui vient de paraître. Donc ce sera une discussion sur la Révolution. Et ceci aura lieu lundi prochain, donc le lundi 19 à 18h. Ceux qui souhaitent me voir pour des questions précises, comme toujours, je ne souhaite pas aller voir à la fin de ces prestations, mais il y a une permanence qui aura lieu le jeudi 15 à 15h, comme d'habitude dans mon bureau de la rue d'Ulm, au 29 rue d'Ulm. Voilà. Voilà pour les annonces que je devais bien faire. Alors, reprenons où nous en étions. Je vous avais dit, le dispositif de l'idéologie de la finitude comporte un peu trois volets, l'un de caractère ontologique, le fini comme loi de l'être, l'un de caractère plus pragmatique, le fini comme loi du possible, et un troisième de caractère en quelque sorte éthique, le fini comme loi du devoir-être. Alors, une tâche très importante de l'immanence des vérités, on en a déjà parlé ici même, sera d'introduire une critique radicale de la première forme de la finitude, la plus fondamentale après tout, celle qui est ontologique, et celle qui affirme la finitude de ce qu'il y a, la finitude de notre être singulier, et tout particulièrement. Alors, la thèse que je propose, et que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, est une thèse radicale qui est que le fini, en quelque sens qu'on le prenne, n'a à proprement parler pas d'être, justement. Non seulement je soutiens que il n'est pas vrai que tout ce qu'il y a soit saisi par la finitude, mais en vérité, renversant un peu le propos, je pense qu'on peut démontrer que le fini est un moindre être ou même un pas d'être, parce que le fini n'existe comme résultat d'opérations, préliminaires donc à son existence, opérations qui engagent constamment des multiplicités infinies. Alors, plus généralement, je soutiendrai la thèse suivante, qu'il faudra argumenter en détail, mais je crois qu'on en a les moyens. Le fini, c'est soit le reste passif d'un infini donné de façon séparée, c'est-à-dire la traînée passive du passage d'un infini particulier dans le monde. C'est sa première figure. Soit il est le résultat du croisement opératoire de deux infinis de types différents. Ceci détermine, pour moi, l'existence de deux formes tout à fait antinomiques du fini comme résultat. Donc du fini qui tient son être d'autre chose que de lui-même, donc qui n'est pas précisément une catégorie immédiate de l'ontologie, selon que le fini est le déchet ou le résultat d'une figure d'un infini, ou qu'il est le croisement actif de deux infinis de types différents. Alors, vous savez que quand il est le résultat passif d'une opération infinie, je l'appelle un déchet, et quand il est le résultat actif, le produit actif d'opérations dans l'infini, je l'appelle une œuvre. Alors, le paradigme de l'œuvre finie dans la mentalité courante, comme opposé à la passivité du déchet, c'est classiquement l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, à mon sens, a animé et de plus en plus la réflexion philosophique, en partie parce qu'elle est le paradigme de ce que c'est qu'une finitude qui, en réalité, combine des infinis différents, mais est le résultat fini de cette combinaison dans la forme de quelque chose qui a été créé. En ce sens que c'est un produit actif, une existence active, puisque c'est quelque chose qui a été créé. Alors, tout le problème de l'œuvre d'art comme paradigme de l'œuvre, c'est de déterminer finalement quelles combinaisons d'infini sont en jeu dans cette création. Ça, je ne vais pas le faire ici, ça
ça fera partie de l'immanence des vérités à la rubrique précisément de l'œuvre d'art, de l'analyse de l'œuvre d'art comme figure singulière de l'œuvre. Mais, bien entendu, il y a un effet d'œuvre dans toute vérité. Il y a un effet d'œuvre dans toute vérité, et c'est simplement parce qu'on a l'habitude de parler de l'œuvre d'art que l'art fonctionne comme paradigme de cet effet d'œuvre. Mais même une vérité amoureuse, par exemple, est un effet d'œuvre existentielle. Et elle est, en tant qu'un effet d'œuvre existentielle, elle est elle-même l'effet du frottement, de la différence active entre deux types d'infini. Ce sera une des tâches du livre, d'ailleurs, de démontrer cela pour toutes les procédures de vérité, c'est-à-dire de les montrer pour l'art, là c'est le plus évident et le plus important en un certain sens, c'est le modèle, mais de le montrer aussi pour l'amour, pour la science et pour la politique. Alors, finalement, au-delà de la finitude et de sa critique radicale, à savoir la détermination du fini comme dépourvu d'être par lui-même, on arrive au seuil d'un nouveau commencement de la philosophie du point de vue de la question des vérités. Ce commencement, c'est de quelle ontologie de l'infini peut se soutenir la distinction entre le fini comme déchet et le fini comme œuvre. Puisque, en définitive, la question du fini n'a pas son être en elle-même. Elle n'est qu'un résultat. Ce résultat renvoie à l'infini, ou aux infinis différents. Donc la question, en quelque sorte, non pas préliminaire, mais inévitable, comme le moment essentiel de la spéculation philosophique sur ce point, est de savoir quelle pensée nous pouvons avoir de l'infini ou des infinis, de telle sorte que nous puissions, dans le cadre de cette détermination de l'infini, justifier la critique de la finitude, c'est-à-dire rendre raison du fini comme pur et simple résultat dans les deux registres, passif le déchet et actif l'œuvre. Autrement dit, pour penser la dialectique du déchet et de l'œuvre, qui va être constitutive de à quoi nous allons ramener le fini, c'est dans l'infini que ça se passe. C'est-à-dire c'est l'ontologie de l'infini qui va commander l'ontologie du fini. Alors, c'est là qu'il va falloir mobiliser des longues marches qui va traverser des nouveautés très importantes, y compris d'ailleurs mathématiques, concernant l'infini. C'est uniquement à ce travail de traversée de la théorie de l'infini que nous serons convoqués à devenir les sujets de quelques vérités. Vérités qui sont des œuvres qui extraient leur œuvre finie. Je reconnais la finitude des vérités, mais encore une fois, comme résultat et non pas comme être propre. Vérités qui extraient leur œuvre finie du réseau des infinis, de l'action réciproque ou de la détermination plurielle des infinis enchevêtrés, et qui inscrivent cette œuvre, parce qu'elles sont dans l'enchevêtrement des infinis, dans une forme particulière d'éternité. Donc, la trajectoire du livre, l'immanence des vérités, dont nous avons ici traité toute une série de paragraphes particuliers, la trajectoire, elle va d'une critique de la finitude, tenue pour le fétiche idéologique central de notre temps, ce que je crois on peut démontrer qu'elle l'est, à l'examen du surgissement concret de certains infinis dans les procédures de vérité dont l'humanité s'est révélée capable tout au long des siècles par les créations artistiques, les innovations scientifiques, les passions amoureuses et les révolutions politiques. Alors, une fois ceci dit, qui fixe la tonalité et l'objectif du livre, je voudrais faire un peu une rétrospective,
vous proposer une rétrospective de mon œuvre prise dans son ensemble. C'est-à-dire finalement, pourquoi tout cela s'est-il formulé en finalement 4 livres. D'ailleurs, je voudrais éclairer pourquoi j'ai écrit 4 livres de philosophie pure, j'entends. J'ai écrit beaucoup plus de 4 livres par ailleurs. Enfin, ça, c'est le divertissement politique. Mais si on en vient au cœur de l'œuvre, elle est déposée, ce cœur est quand même constitué de 4 livres qui s'étalent sur un nombre de temps. Le premier, c'est Théorie du sujet en 1982. Le deuxième, c'est L'être et l'événement en 1988. Puis Logique des mondes en 2005. Et L'immanence des vérités, dont je présume ou je considère comme probable qu'il sera publié l'année prochaine. Après quoi, comme vous le savez, je pourrai me reposer. Alors, je voudrais vous dire quelques mots de chacun de ces livres pour que vous perceviez, au-delà de la singularité du livre en cours, qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire de pensée en philosophie, finalement. C'est-à-dire d'où ça vient et pourquoi ça se dispose de façon fréquente en une série de livres sans qu'un seul de ces livres parvienne en quelque sorte à épuiser la situation. Et c'est très frappant, puisque dès l'origine, il y a une multiplicité de l'écriture philosophique qui est tout de même assez singulière. Si on prend déjà l'œuvre de Platon ou celle d'Aristote, elle s'étale sur des ramifications considérables, des nombreux volumes, des traitements de questions diverses, etc. Mais finalement, l'œuvre d'Aristote ou l'œuvre de Platon, c'est un peu cette trajectoire elle-même et ce que cette trajectoire signifie du point de vue de la pensée. De même, on sait très bien que l'œuvre de Kant, c'est par nécessité une critique de la raison pure, une critique de la raison pratique, une critique du jugement, et que cette multiplicité successive des œuvres est très importante parce que chacune d'entre elles opère rétroactivement sur la précédente. Et ça, c'est une singulière avancée de la philosophie qui est que, au fond, chaque fois qu'un philosophe écrit un livre, il écrit aussi le principe interne du dépassement de ce livre dans un autre. Alors, il y a toutes les histoires du deuxième livre qui n'est jamais fait. Par exemple, Sartre écrit L'être et le néant, il annonce explicitement à la fin qu'il va écrire un grand traité de morale, mais le traité de morale, on ne voit pas. Il écrit en fait tout autre chose, la critique de la raison dialectique, et la morale reste en suspens. Et de même, il y a un inachèvement radical de ce qui devait être le deuxième temps de L'être et temps de Heidegger, et puis... et ainsi de suite. L'œuvre de Husserl est projetée dans une espèce de développement sans fin à ce qui devrait être sa fin. Et donc, les philosophes n'achèvent pas, en général. Ils se perdent dans la continuation inachevable. Alors moi, mon vœu, c'est d'achever. C'est ça. C'est pour ça que je vais fermer boutique à un moment donné. C'est une décision de fermeture pour ne pas faire comme mes collègues, rester avec un livre sur les bras destiné à intéresser surtout les érudits après sa mort, qui essaient de reconstituer le livre qui n'a pas eu lieu comme on fait avec les ossements d'un dinosaure. C'est-à-dire on a des morceaux, alors la bête était comment, on la compose, on la recompose, on discute. Et en même temps, petit à petit, la certitude s'installe que là gisait le secret ultime de l'œuvre du philosophe. Alors, moi, je suis dans l'idée, je vais tout donner. Ça, au moins, il n'y aura pas d'hypothèse néfaste. Toute hypothèse devra, en tout cas, relèvera d'un corpus clos. C'est pour ça que je vous donne la trajectoire pour montrer que c'est une trajectoire, c'est-à-dire que, en définitive, si le propos général a été de sauver la catégorie de vérité, ça s'est disposé dans des étapes successives, telles que l'immanence des vérités, comme je suis en train d'essayer de vous l'expliquer, à la fois les récapitule et les achève, en effet. Et donc, je fais ce qui est toujours considéré par la critique moderne comme une abomination, c'est-à-dire un système clos, voilà. Et
je revendique absolument, subjectivement et objectivement, cette clôture, ne serait-ce que parce qu'un système non clos, c'est quand même une bizarrerie logique. Si c'est un système, il est clos. Si c'est pas clos, c'est que c'est pas un système. Alors on peut discuter des avantages de l'un et de l'autre, mais moi je veux achever. Alors je reprends les 4 livres du point de vue qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les constituer comme trajectoire. Alors en fait, Théorie du sujet, c'est un livre qui fait un premier bilan de ma sortie de l'existentialisme sartrien. Parce que je viens de l'existentialisme sartrien. Il a enchanté ma jeunesse et je lui suis reconnaissant définitivement de ce point. Il m'a fait découvrir ce que c'était que l'intensité philosophique. Alors, cette sortie, elle s'est organisée de bien des façons. D'abord par la traversée, pendant une dizaine d'années, de 1956 à 1966, de ce qui est appelé maintenant le structuralisme, c'est-à-dire étude de l'anthropologie de Lévi-Strauss, de la linguistique moderne, du marxisme rénové par Althusser, et de la découverte de la psychanalyse dans les textes miraculeux de Lacan, publiés dans la revue La Psychanalyse dans les années 50. Cet ensemble-là, la traversée de cet ensemble-là, m'a fait sortir de l'existentialisme comme tel. On sait très bien pourquoi, parce que ça critiquait la notion de conscience, ça critiquait l'idéalisme, malgré tout, de tout flagrant, qui demeure dans Sartre, pour qui le monde est quand même constitué, en un certain sens, par l'intentionnalité consciente, etc. En plus, il y a eu l'accès à la révélation du contenu réel de la mathématique contemporaine et de ses accompagnements logiques. Alors ça, c'est un point qui s'est décidé à ce moment-là et qui est tout à fait important, comme vous le savez, dans la suite. Mais je voudrais essayer de vous dire pourquoi c'est important, parce qu'après tout, c'est une question originaire. On sait bien que les mathématiques ont été très importantes pour des gens comme Platon, Descartes, Husserl, etc. Donc ce n'est pas une bizarrerie. Il faut bien... Et là, j'essaie, moi, de me prononcer sur, non pas seulement les mathématiques en tant que j'en ferai l'épistémologie, etc., mais sur les mathématiques en tant que symptôme fondamental de la philosophie. Parce que c'est ça que je crois. Je pense que la philosophie a toujours considéré les mathématiques comme un symptôme qu'il convenait d'interpréter pour son propre bénéfice à elle, la philosophie. Elle y a vu un modèle de quelque chose. Alors moi, comme vous le savez, je propose une thèse radicale sur ce point, et dont je pense qu'elle a couru tout du long sans jamais être complètement explicitée, à savoir que la mathématique, c'est ce que nous sommes en état de dire justement de l'être comme tel. Et que la mathématique, c'est l'ontologie. Ça ne veut pas dire que l'être est mathématique, il y a souvent une confusion sur ce point. Ça ne veut rien dire que l'être soit mathématique, ça veut dire que l'être, il est composé de multiplicité. Mais ça veut dire que les mathématiques sont ce que nous sommes en état, nous, de connaître de l'être dans la figure de quelque chose qu'on appellera l'ontologie. Et je pense que, au fond, cette idée qu'il y a dans la rigueur mathématique, dans sa fermeture propre, son formalisme, quelque chose qui lui est dicté, en quelque sorte, par un objet évanouissant, me paraît certaine, sinon on ne comprend jamais vraiment pourquoi elle est comme elle est. Et quand on la pratique vraiment, on est nécessairement dans la conviction qu'on touche quelque chose là, quelque chose qui résiste, quelque chose qui ne se laisse pas faire. Hein. Si c'était un simple jeu, ce ne serait pas comme ça. Mais tous les grands mathématiciens savent très bien qu'un problème mathématique, c'est un problème réel. C'est-à-dire c'est un problème qui a une résistance intrinsèque et pour laquelle il faut souvent errer dans la pensée longtemps avant de trouver le chemin qui y accède. Et je crois que l'hypothèse selon laquelle les mathématiques sont la discipline ontologique elle-même, c'est-à-dire ce que nous pouvons connaître de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire finalement comme pure multiplicité et rien d'autre, je crois que cette thèse éclaire d'une certaine façon la position en quelque sorte symptomale et aussi partiellement autoritaire que les mathématiques ont exercée tout du long sur la philosophie. Alors tout ça, structuralisme, révélation des mathématiques contemporaines,
et puis aussi le goût, alors le goût de jeunesse, le goût constamment réanimé de la poésie, du roman, du théâtre, et m'avait tiré dans un premier temps du côté du roman. Et donc j'ai publié en 64 Almageste, en 67 Portulan, qui au fond étaient des biographies de l'état de crise dans lequel se trouvait ma pensée, puisque je sortais de l'existentialisme et j'essayais de m'exercer à quelque chose qui lui était très étranger, en fait. Il lui était vraiment étranger. C'est-à-dire qu'il y a eu là une première conversion, parce que je pense que ma vie a été faite de 2 conversions, mais il y en a eu là une première conversion qui était la conversion de l'existentialisme sartrien, qui au fond était la philosophie de mon romantisme de jeune homme, hein, très adéquate à ça, très vivante de ce point de vue, à quelque chose comme une discipline spéculative extrêmement différente, parce que justement elle était orientée vers le systémique, le structural, ce qui est algorithmique, le paradigme mathématique, etc., etc. Et dans cette bascule vers le système des formes, retenant cependant quelque chose du romantisme primordial, le mode d'expression n'a pas été directement la philosophie. Ça a été plutôt la littérature. Ce qui était d'une certaine manière aussi une fidélité oblique à Sartre, qui a fait comme ça aussi. Et donc, voilà. Alors, j'en étais là quand est arrivé mai 68. Alors, qu'est-ce que je serais devenu sans mai 68 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, mai 68 m'a administré une leçon. Enfin, je l'ai vécu comme ça, d'ailleurs, comme une leçon réelle, c'est-à-dire une leçon donnée par le maître de l'histoire et de ce qui arrive. Parce que j'ai compris alors ce que c'était que la politique. J'ai compris ce que c'était, c'est-à-dire ce que c'était vraiment, pas ce que c'était dans le folklore électoral, auquel j'avais d'ailleurs moi-même activement participé. J'ai dirigé des campagnes électorales à Reims. Il ne faut pas croire que j'ignore ce monde-là, j'en ai été très proche, au contraire. Donc c'est bien une mutation. Alors j'ai compris que la politique, c'est en fait un chemin de traverse, pour nous, les intellectuels, c'est un chemin de traverse inventé, créé vers les parties essentielles et ignorées de la société en mouvement. C'est un déplacement, fondamentalement. Et c'est un déplacement réel, c'est un déplacement qui est aussi un déplacement physique. Ça n'est pas en restant là où on est qu'on peut faire être la politique véritablement. Ni d'ailleurs pour ceux qui vont vers les parties essentielles de la société, mais aussi pour ceux qui en sont participants et qui vont avoir à rencontrer quelque chose qu'ils n'avaient pas rencontré. Il y a politique quand il y a une liaison organique nouvelle entre des sujets, des consciences qui n'avaient aucune raison de se rencontrer du point de vue de l'ordre existant. C'est donc, alors pour moi, ça a été une liaison organique avec les ouvriers des usines et les derniers vus prolétariens, ceux qui arrivaient en masse d'Afrique du Nord, du Portugal, d'Afrique subsaharienne, et les pensées neuves que faisait lever ce trajet, et aussi que faisaient lever les révolutions du monde. Et cette leçon a été compliquée parce que, au fond, à travers elle, cette leçon concrète qui m'a déplacé, qui m'a jeté pendant 10 années de vie d'activisme total, si je puis dire. Donc, contrairement à d'autres, je n'ai pas le moindre regret, j'en ai plutôt la nostalgie, pour tout vous dire. Enfin, je ne cours plus assez vite, n'est-ce pas ? Je ne cours plus assez vite compte tenu de la police. Mais ces 10 années ont été, outre qu'elles m'ont fait comprendre ce que c'était que la politique, que je suis absolument fidèle à cette conception qui évidemment se situe à l'écart de ce qui est appelé politique dans le monde ordinaire, mais elle m'a appris aussi que je devais, de mon ancien ancrage existentialiste, conserver la notion de sujet. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être dans l'invention politique dans une économie complète de la catégorie de sujet. Je ne le crois pas.
Je ne le crois pas. Autrement dit, quand j'étais dans les mathématiques, quand j'étais dans le romanesque de type nouveau, quand j'étais dans les inventions structurales, tout ça, j'étais confronté constamment à des polémiques contre la catégorie de sujet, y compris au plus haut niveau, quand Althusser déclarait que l'histoire, c'était un processus sans sujet, et quand, symétriquement, si je puis dire, Derrida et beaucoup d'autres expliquaient que sujet était une catégorie obsolète issue de la métaphysique. Donc, dans un premier temps, je me mouvais comme ça, de façon à la fois tentée et incertaine, dans un univers qui procédait à l'exclusion de la catégorie de sujet au profit de la solidité des structures et de leur combinaison. Mais là, dans la politique, j'ai compris que ça n'allait pas, cette affaire, parce que j'ai compris d'abord que la politique était une création, donc une forme particulière de vérité, et deuxièmement, que cette création, cette vérité, ne pouvait économiser le concept de sujet, en même temps qu'il fallait intégrer les rigueurs du formalisme et de l'idée. Mais intégrer les rigueurs du formalisme et de l'idée devait se faire précisément dans la conjonction avec un nouveau concept du sujet. Et finalement, de même que la politique vraie doit à la fois s'enraciner dans les mouvements et les levées révoltées réelles, mais aussi inventer des formes neuves de discipline et d'organisation, de même, la philosophie doit accepter de traverser la rigueur mathématique de l'ontologie primordiale, mais elle doit aussi déployer une nouvelle théorie du sujet. De cela, théorie du sujet, qui finalement a été le nom du premier livre, a tenu le registre. Alors ça, c'est sur cette première. Alors après quoi ? Après ces 10 ans d'activisme militant, j'avais petit à petit repris le chemin de la philosophie, au début des années 80, peut-être, quelque chose comme ça. Et peu à peu, pris forme l'idée que théorie du sujet était encore, d'une certaine manière, exagérément romantique. C'est-à-dire que théorie du sujet, en dépit de son apparence structurale, était la part d'ontologie formelle, etc. Elle y existait, mais elle y était restreinte. Entre autres choses, parce que dans théorie du sujet, je tenais d'un bout à l'autre à rester tout près de ma source unique de l'époque, qui était la découverte et l'invention de la politique telle que désormais j'allais la concevoir. Donc c'est un livre qui circule aussi avec Mallarmé et Lacan, mais dans une polarité qui est quand même toujours au bord d'avoir la politique comme condition, sinon unique, du moins très principale. Or, ma théorie, plus tard, sera que on ne peut pas privilégier, la philosophie ne peut pas privilégier une de ces conditions de vérité. J'ai appelé ça une suture. La préférence accordée à une des conditions de vérité est une suture, ça paralyse la philosophie parce que ça la transforme en la philosophie de quelque chose. Et la philosophie ne peut pas être philosophie de quelque chose. Elle ne peut pas être philosophie de la politique, elle ne peut pas être philosophie de la science, elle ne peut pas être une esthétique de l'art. Elle doit être toujours en position que le système complet des conditions se déploie et que c'est dans cet espace entièrement déployé qu'elle se constitue. La théorie du sujet a été portée de leçon majeure, qui était le maintien à tout prix, si je puis dire, de la catégorie de sujet, mais il le faisait évidemment dans une proximité existentielle et théorique en même temps très grande à la politique. Et donc, ceci limitait, en un certain sens, les propositions faites, y compris sur la question du sujet lui-même. Et alors, j'ai donc entrepris, pendant toutes les années 80, de corriger cet aspect, et la théorie des vérités et la théorie du sujet ont pris une forme
à certains égards définitive, celle qu'on peut lire dans L'être et l'événement, qui est 6 ans après, qui paraît 6 ans après la théorie du sujet. Alors qu'est-ce qu'on montre dans ce livre? On montre que le sujet est quand même contraint par les règles formelles d'une ontologie sous-jacente. Et là, le livre propose pour la première fois une théorie des multiplicités, une ontologie formelle, empruntée et décalée de la mathématique des ensembles. Ça, c'est le premier point. Donc le sujet est quand même contraint par une ontologie formelle. Cependant, il est aussi en exception de cette contrainte, parce qu'il a une origine, lui, non calculable. On ne peut pas... Si Althusser disait que l'histoire était un processus sans sujet, c'est parce qu'il concevait le processus, précisément, comme quelque chose qui annule le sujet. C'est-à-dire, si le sujet n'est que le produit du processus historique, c'est qu'il est une catégorie inutile. Il faut revenir au processus lui-même. Donc, dans la pensée que j'en avais, pour maintenir la théorie du sujet, et en examinant les conditions, j'ai dû introduire un principe contingent de rupture. Et que le système complet, c'est une ontologie formelle des multiplicités, mais ce que j'ai appelé un événement, c'est-à-dire l'origine possible du caractère en exception du sujet, et donc, finalement, en exception des vérités. Donc, on avait, en fin de compte, une disposition qui était la suivante, une logique de l'être considérée comme figure de multiplicité, une logique hasardeuse de la rupture événementielle, d'où s'origine un sujet qui est à la fois contraint par l'ontologie et libre par l'événement, donc est un mixte de discipline et de liberté, sujet dont l'œuvre propre va s'appeler une vérité. C'est-à-dire sujet qui va tirer les conséquences de l'événement, mais dans le monde réel, sous la loi du monde réel, de façon à produire ce que, effectivement, on appellera une vérité. Alors vous voyez, on va résoudre, d'une certaine manière, ce dont je suis parti, c'est-à-dire le fait qu'une vérité peut à la fois être déterminée et libre, locale et universelle, c'est parce qu'elle mixte en elle-même toujours la connexion particulière entre la logique de l'être et la logique de l'événement. Et donc, c'est une contrainte habitée du dedans par une contingence radicale. Et c'est ça qui, d'une certaine façon, en réalité, peut s'appeler une création. Parce qu'une création, si vous l'expliquez intégralement par les données déterministes de la situation, ce n'est pas une création, actuellement. Mais si vous l'expliquez comme une pure exception de part en part, c'est-à-dire sans aucun rapport à la situation dans laquelle elle émerge, c'est un miracle. Donc, il faut penser l'œuvre de vérité, je reprends ce mot, il faut penser l'œuvre de vérité comme n'étant ni l'imposture d'une détermination complète, mais ni non plus un pur et simple miracle. Et c'est à quoi sert finalement l'arrière-plan, le background de tout ça, qui est le caractère déterminé de la logique des multiplicités, d'un côté, et de l'autre, l'intégration à cela d'un élément de rupture dont l'œuvre tire les conséquences, mais dans le monde déterminé. C'est-à-dire que la création, c'est une injection de contingence libre dans l'élément de la détermination, et ça n'est ni une pure exception miraculeuse, ni une détermination complète. Alors, tout sujet, en fin de compte, est l'acteur d'une vérité, laquelle est une exception immanente dans une situation déterminée. Exception immanente signifie, il ne faut pas oublier immanente, c'est une exception parce qu'elle est liée à l'événement qui fait rupture, mais elle est immanente, c'est-à-dire elle est aussi dans les déterminations de la société. Alors, voilà, et j'ai pu trouver dans les mathématiques récentes, à vrai dire, dans la théorie mathématique des sous-ensembles génériques, enfin, je n'entrerai pas dans la technique ici, j'ai pu trouver dans la mathématique de quoi penser, accompagner de façon formelle l'ensemble de ce processus.
Alors, Lettres et l'événement, c'est un livre, c'est mon livre classique. Il est repéré comme ça par tout le monde, il est dans un ordre très, très rigoureux, il procède comme ça, il ne comporte pas beaucoup d'éléments baroques, enfin, je dis ça parce que ce n'est pas la même chose dans le suivant, et c'est celui qui, au fond, est l'exposition canonique de ce qui, je le sais bien, sera considéré comme le cœur de mon système, c'est-à-dire le moment où les trois concepts fondamentaux hérités de la grande métaphysique, à savoir l'être, le sujet et la vérité, c'est le moment où ces trois concepts fondamentaux, historiquement archi-célèbres, si je puis dire, sont noués de façon particulière dans un contexte et dans une œuvre qui, en même temps, emprunte beaucoup de choses à la modernité scientifique, artistique et métaphysique. Alors, ceci étant, après les éléments qui ont fait travailler le livre Lettres et l'événement, y compris l'abrégé que j'en ai donné dans le premier manifeste pour la philosophie, je savais bien que le travail n'était pas complètement terminé. Je savais que le travail n'était pas complètement terminé pour une raison évidente et qui tracasse toujours le philosophe, c'est que Lettres et l'événement, c'est quand même situé à un niveau de généralité extrême. C'est-à-dire que tout est catégoriel. Alors, si tout est catégoriel, comment est-on sûr que ça puisse réellement, advenir ou se passer dans un monde particulier ? Naturellement, le livre dit que ça se passe dans un monde particulier, mais comme il ne se soucie pas de la particularité, comme il dit que l'essence de cette particularité, c'est d'être le concept de la particularité, évidemment, on peut toujours dire, et il a été abondamment dit, que tout ça constitue un système clos dont la généralité abstraite interdit de croire qu'il fait vraiment, il accorde vraiment ce qu'il prétend accorder, à savoir que toute vérité procède dans un monde déterminé. Et donc, petit à petit, je me suis orienté vers l'idée de faire une théorie des mondes. Faire une théorie des mondes pour répondre à cette objection latente, que je me faisais à moi-même d'ailleurs, qui est, oui, mais ça, on ne sait pas si ça marche vraiment. C'est-à-dire, on ne sait pas si la localisation dans un monde déterminé est vraiment ce que autorise le dispositif formel et synthétique proposé dans Lettres et l'événement, qui noue en effet les trois catégories de être, sujet et vérité, qui dit que la liaison à l'être se fait en situation, d'ailleurs le concept de situation nomme cela, mais qui n'expérimente pas, ne crée pas d'expérimentation véritable de la créativité de ce système, parce qu'il a pour but d'en construire la généralité intégrale. Alors, le déblocage de ma pensée sur la localisation, je le dois au regretté Jean Toussaint de Santi, ce qui n'est pas étonnant, parce que de Santi a été un des rares philosophes de la génération antérieure qui, après la mort de Cavaillès et de Lothman, l'un et l'autre tués par les nazis, dans leur descendance, a réellement utilisé les mathématiques dans l'espace philosophique proprement dit. C'est-à-dire que Jean Toussaint de Santi cherchait véritablement une pensée étayée sur les mathématiques, mais qui ne soit pas une épistémologie, qui ne soit pas un travail spécialisé sur l'histoire des mathématiques, non, qui soit une intégration effective de la mathématique dans le dispositif philosophique lui-même. Il était à la recherche de ça. Il le faisait dans des paramètres qui oscillaient entre un marxisme rigoureux et des empreintes de plus en plus importantes à la phénoménologie et à l'intentionnalité husserlienne, ce qui sans doute rendait difficile pour lui l'opération. Et c'est pourquoi il a eu le sentiment d'un inachèvement de son œuvre. Nous attendions le grand livre de Santi qui, d'une certaine façon, n'a pas eu lieu. Et ça a joué aussi pour moi dans l'idée que si les gens attendaient un grand livre, il fallait leur donner. Alors peut-être qu'il n'était pas si grand que ça, mais ça c'était une autre affaire. On retourne à l'idée que je voulais, moi, je voulais clore. Je ne voulais pas laisser le temps emporter
dans la... Et je voulais que cette clôture, ce soit moi qui en décide et non pas des circonstances extérieures. Et alors, il m'a dit une chose très importante lors de ma soutenance d'habilitation à laquelle il participait, et dans un article qui a été pour moi très important, qu'il a publié dans Les Temps modernes. Il m'a dit, voilà, l'ontologie que tu proposes est une ontologie intrinsèque, c'est-à-dire son unité fondamentale, c'est l'ensemble, et l'ensemble, c'est une entité, si l'on peut dire, fermée et autosuffisante. Elle est composée de ces éléments, et puis voilà. Mais il y a d'autres entreprises à l'heure actuelle qui, en réalité, s'orientent vers une ontologie des relations, et non pas une ontologie des objets ou des ensembles. Et ça, c'est la théorie des catégories. Et donc, il m'a signalé cette dialectique, il m'a signalé l'importance philosophique de cette dialectique entre théorie des ensembles et théorie des catégories dans l'espace mathématique lui-même, opposition qui d'ailleurs était elle-même très, très, très vive à l'intérieur des mathématiques et créait des camps mathématiques différenciés. Alors, comme toujours, quand on me dit quelque chose comme ça, je suis vraiment... je vais voir, quoi. Mais aller voir quelque chose comme la théorie des catégories, c'est un dur labeur. Hein. Il m'a fallu presque une dizaine d'années pour venir à bout, pour mes propres besoins, d'une théorie très, très novatrice, en effet, redoutable par son abstraction non plus formelle, mais géométrique, si je puis dire, parce que presque toute la théorie des catégories se fait par des diagrammes, en fin de compte. Il faut avoir l'intuition de ce que c'est qu'un diagramme pour comprendre vraiment la théorie des catégories. Et je suis passé d'un point de vue de départ qui était sans doute, il y avait une opposition entre une ontologie fondée sur les ensembles et une ontologie fondée sur les catégories, c'était mon point de départ. J'étais d'autant plus sensible à ce point de départ qu'au fond, je me disais, c'est peut-être cette opposition qui commande ma contradiction avec Deleuze. Deleuze qui a toujours été pour moi le vis-à-vis le plus important, enfin, parmi les contemporains, une fois passée la passion sartrienne. D'ailleurs, celui qui me semblait faire vraiment tout à fait autre chose, et même quelque chose d'opposé à ce que je faisais, mais qui le faisait avec un considérable talent. Et alors je me suis dit, mais oui, finalement, l'ontologie deleuzienne, c'est une ontologie des relations, fondamentalement. C'est-à-dire, ça n'est pas une ontologie de l'être en tant que figure fermée, comme l'est une multiplicité déterminée. Tout chez lui est dans la dynamique relationnelle, et le cœur des choses, c'est la façon dont une virtualité s'actualise. Et l'actualisation d'une virtualité, ça ne se laisse pas enfermer dans une multiplicité. C'est dans la dynamique d'une relation. Et donc j'ai travaillé au départ dans l'idée de travailler aussi via un paradigme mathématique sur le rapport à Deleuze que je sentais comme un rapport tout à fait fondamental et couvrant le champ avec toute une histoire dans la philosophie française. Parce que je pense que la philosophie française, depuis en tout cas le début du XXe siècle, était divisée entre un courant plus mathématisant, incarné par Brunswick par exemple, et un courant plus vitaliste, incarné évidemment par Bergson. Et cette opposition au début du siècle entre les disciples de Brunswick, qui ont été finalement Cavaillès, Schlottmann et De Santi, et les disciples de Bergson, qui ont été fondamentalement Deleuze, que c'était ça qui structurait la philosophie française dialectiquement. C'est-à-dire, au fond, une philosophie comme une philosophie de la vie, et une philosophie comme une philosophie de l'être, l'être étant en soi-même indifférent à la question de la vie ou de la mort, c'est-à-dire l'être n'ayant dans son être que son être. Et puis, finalement, quand on travaille, on change de point de vue, évidemment. C'est pour ça que souvent on n'aime pas travailler, parce qu'il faut aussi changer de point de vue. J'ai changé de point de vue parce que je me suis dit, en vérité, non. En vérité, il n'y a pas d'opposition constitutive entre la théorie des ensembles et la théorie des catégories, en dépit des apparences. La théorie des ensembles est une théorie de l'être,
Et l'autre, la théorie des catégories, est une théorie des mondes, c'est-à-dire une théorie des univers relationnels, en effet, dans lesquels peuvent se disposer des figures d'être particulières. Autrement dit, la théorie d'ensemble nous donne raison du fait que l'être est multiplicité pure, mais la théorie des catégories nous donne raison de ce que ces multiplicités pures ne se déploient dans leur connexion, leur usage, leur trajectoire, etc., que dans un univers qui, en fait, est de type catégoriel, c'est-à-dire un univers dans lequel font place non seulement les quantités, mais les intensités. Parce que ce qui caractérise un être donné dans un monde, c'est qu'il est dans ce monde plus ou moins intensément. Et que vous avez nécessairement une théorie des degrés. Et que ce que ne connaît pas le multiple pur, il n'y a pas de degré. Ou bien un élément est dans le multiple, ou bien il n'y est pas. Tandis que avec la théorie des catégories, vous pouvez savoir ce que veut dire que d'infinis degrés d'appartenance à telle ou telle région du monde peut... et donc j'ai, si je puis dire, avalé de l'œuf, dans la mesure où j'ai fait une théorie des mondes qui était relationnelle, mais qui laisse intacte, d'une certaine manière, que l'ontologie pure soit structurale et non pas relationnelle, c'est-à-dire qu'elle soit réellement la théorie des multiplicités comme telle. Voilà. Et alors, comme mouvement dans les catégories philosophiques, on pouvait dire que je passais de l'être à l'être là, Dasein, à l'être là, c'est-à-dire à l'être en tant qu'il est localisé dans une figure mondaine particulière. Et là donc j'ai monté tout un appareillage qui consiste à proposer une vision rationalisée en utilisant les deux versants mathématiques du fait que, entrant dans un monde, étant dans un monde, c'est-à-dire localisé dans un monde, une multiplicité comme telle, finalement, entre en relation avec d'autres multiplicités et que sa détermination relationnelle fixe, en un certain sens, son statut dans le monde. Son statut dans le monde n'est pas directement la conséquence de sa nature ontologique, mais il est fixé par le dispositif relationnel dans lequel elle s'inscrit. Et ça a donné une théorie des mondes, et ça a été rassemblé dans mon troisième livre de philosophie systématique qui s'appelle « Logique des mondes ». La théorie du sujet, l'être et l'événement, logique des mondes. Alors, Logique des mondes, c'est un livre qui s'inspire de son objet, si je puis dire. C'est-à-dire autant l'être et l'événement est strict, composé, etc., autant Logique des mondes est un peu vagabond, comme ça, comporte d'innombrables exemples un peu bizarres. C'est-à-dire que c'est un livre qui expérimente aussi qu'est-ce que c'était qu'être quelque part. Et ça, la notion d'être localisé, d'être quelque part, c'est une notion philosophique de première importance. En effet, celle de l'être là, qui est une catégorie majeure chez Hegel, par exemple. Et l'être là, qu'est-ce que c'est que ce là? Comment ça affecte l'être d'être localisé? Alors j'ai appelé ça son apparaître aussi, puisque apparaître, c'est toujours apparaître dans un monde déterminé. Donc cette pensée de l'apparaître doit être extrêmement nuancée, capable de variation, parce qu'elle est prise dans un paquet de relations différentielles, et évidemment la mathématique en est complètement différente. Alors voilà, j'avais étudié les vérités et leurs sujets en tant que structure relationnelle, et là je les rencontrais en tant que processus réel dans des mondes particuliers, en tant que forme existentielle de ce qui cependant conservait une valeur universelle. On peut dire aussi, si on veut être très simplificateur, que dans l'être et l'événement, je parlais de l'être, tandis que dans Logique des mondes, je parle de l'existence. Il y a cet écart entre être et existence, qui est probablement, en fin de compte, le résumé de tout cela. Évidemment, exister, c'est toujours exister quelque part. Être, non. Être... sur l'être, on peut être parménidien. Il n'y a pas de quelque part. Il y a la forme de l'être et puis c'est tout. Tandis que exister, non. Exister, c'est être quelque part et l'existence est susceptible de degrés d'intensité. Vous pouvez exister plus ou moins. Tandis que être, non. Vous ne pouvez pas être plus ou moins. Vous êtes ou vous n'êtes pas.
c'est la vérité de la palisse, hein. C'est-à-dire, tant que son être était encore là, l'existence se poursuivait, mais malgré tout, la loi de l'être fait inexister, ce qui prouve qu'il y a un écart, hein, entre les deux. Alors voilà, alors on pourrait dire, ben là j'avais tout fini, mais non. Alors pourquoi j'avais pas fini, et d'où est venue la question vectrice de mon dernier moment? En fait, je pense que j'avais rendu compte dans l'être et l'événement de l'universalité des vérités. Comment l'universalité des vérités est-elle possible? Voilà ce qui est démonstrativement étudié dans l'être et le néant, avec comme conclusion: l'universalité des vérités tient à ce que les vérités sont des multiplicités génériques. Alors, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais c'est une solution effective. C'est-à-dire, la multiplicité générique, c'est une multiplicité qui, quoique appartenant à une situation, excède ces situations par sa neutralité particulière, par son universalité virtuelle, en quelque sorte. Elle n'est pas déterminée, elle n'est pas nommée, elle n'est pas présente dans l'encyclopédie de ce monde, et c'est en ce sens qu'elle peut échapper au statut commun des œuvres et conquérir un statut d'universalité. Et donc, voilà, ça c'était en l'être et l'événement. Et puis dans la logique des mondes, j'ai montré qu'en dépit de cela, en dépit du fait que l'universalité des vérités et les sujets et vérités peuvent se plier aux règles de l'apparaître et de l'existence dans un monde particulier. Donc, d'une certaine manière, j'ai rendu compte dans ces deux livres de la possibilité de l'universalité des vérités d'un côté et d'un autre côté du fait que ceci n'est pas contradictoire avec le fait qu'elles apparaissent et se déploient dans des mondes particuliers. Mais il me restait à comprendre d'où on peut soutenir que les vérités sont absolues. C'est-à-dire, en définitive, doté cependant, finalement, d'un être indépendant du ou des sujets qui en furent les acteurs dans des mondes déterminés. Au fond, j'avais pu garantir la possibilité ontologique de multiplicité suffisamment distante du monde pour avoir une valeur universelle. J'avais pu garantir que cette universalité n'excluait nullement qu'elle soit le résultat d'opérations particulières, mais je devais garantir encore quelque chose contre le relativisme dominant. Relativisme qui est véritablement une des formes actuelles très majeure et particulière de la finitude. Je devais soutenir ceci: le fait que les vérités dépendent, quant à leur surgissement, d'un appareillage événementiel, subjectivé, n'interdit nullement qu'une fois œuvrées dans le monde, elles sont absolues en un sens précis. Donc, sauver aussi le concept de l'absoluté des vérités, sont absolues dans un sens précis, qui est leur inscription dans des classes infinies que j'ai décidé d'appeler avec Spinoza les attributs de l'absolu. Et donc, l'immanence des vérités, son sommet, c'est une théorie des attributs de l'absolu, donc une théorie de l'absolu aussi. Et voilà comment on peut résumer cette entreprise ultime. Je terminerai là-dessus. Premièrement, il faut éclaircir les fondements de l'oppression par la finitude. Nous en avons longuement parlé ici. Deuxièmement, il faut penser la hiérarchie des types d'infinité. Alors ça, c'est un travail absolument singulier, car jusqu'ici, ça n'a pas été fait d'aucune façon dans l'espace de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie est encore dans un état d'extrême ignorance de où en est la théorie mathématique de l'infini, qui a fait dans les 50 dernières années des trajectoires extraordinaires. Et comme toujours, c'est quand même à mes yeux comme si
les penseurs grecs avaient ignoré l'irrationalité de la dialectique du carré, enfin de la diagonale du carré, ou comme si les penseurs, même Hegel, avaient ignoré le calcul différentiel et intégral. Malgré tout, sur une question aussi sensible que finitude, infini, etc., il est frappant que le massif constitué par les mathématiques aujourd'hui est philosophiquement presque désert, hormis les quelques efforts de mathématiciens, comme Woodin ou même Cohen, mais qui sont des efforts évidemment très restreints. Et donc, on ne peut pas esquiver ce point-là. Et de même que je m'étais engagé dans la théorie du forcing de Cohen, des génériques, il a fallu que je m'enfonce dans la hiérarchie des types d'infinité. À partir d'elle, on peut examiner la division du fini en œuvres et déchets. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, est-ce qu'on peut penser ce qu'il en est des vérités, non plus dans leur être ou leur apparaître, mais dans leur subsistance réelle, c'est-à-dire dans la possibilité permanente de mobiliser leurs effets. C'est-à-dire que l'absoluté des vérités, c'est le fait que toute vérité est en état de ressusciter dans un monde extérieur, dans l'espace ou dans le temps. Exactement comme la pensée géométrique d'Archimède, pendant plusieurs siècles, a été obscurcie et incomprise, mais que au XVIe siècle, elle a réapparu intacte, si je puis dire, dans un monde entièrement différent. Alors, ce point-là, il faut le comprendre comme tel, c'est-à-dire il faut parler des vérités conçues réellement comme œuvre, et non pas seulement comme résultat, c'est-à-dire comme des forces singulières, agissantes, qui portent témoignage de l'absolu. En tant que force agissante, elles portent témoignage de l'absolu, non seulement dans le monde particulier où elles surgissent, mais dans tout monde dans lequel leur universalité autorise qu'elles ressuscitent. Et là, la catégorie de la possibilité d'une résurrection des vérités, qui est un fait historique, pas du tout une bizarrerie, doit être épinglée, si je puis dire, à une nouvelle conception de leur absoluité. Alors qu'en est-il finalement des vérités et des sujets, puisque ça marche ensemble, saisis au-delà des formes structurales de leur être d'un côté, au-delà des formes existentielles de leur apparaître de l'autre, mais dans leur irréversibilité, c'est-à-dire dans l'irréversibilité absolue de leur action, de leur possible action, et dans ce qu'on pourrait appeler l'infini destin de leur œuvre finie. Ce qui avait été déjà une intuition très forte de Husserl. Il parlait plus particulièrement des mathématiques quand il avait mis en évidence l'idée que ce qui caractérisait l'historicité des mathématiques, c'était que c'était une œuvre, donc quelque chose de constamment fini, mais que cette œuvre finie était infinie aussi. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de principe de cessation, mais elle avait toujours un principe de résurrection. Et ça, c'est une idée que je reprends. Et au fond, voilà, que faut-il entendre en fin de compte? Est-ce qu'on peut entendre quelque chose par l'absoluité du vrai, l'absoluité des vérités, à partir du moment, évidemment, où les dieux sont morts? Alors, cette actualité du temps où les dieux étaient vivants avait une source repérable et connue. Mais si les dieux sont morts, la pensée de l'absolu doit être refondée. C'est à quoi ce livre, dont vous avez été témoin, en un certain sens, de toute une partie de son errance et de sa construction, c'est là-dessus que ce livre va tenter de se conclure, avec ce que mon optimisme incurable me fait penser devoir être le succès de l'entreprise. Voilà, merci.